Bonjour et bienvenue aux grandes discussions pour entrepreneurs. Encore une fois cette semaine, je reçois une personne au parcours d'exception. Une personne qui a su relever le défi de l'entrepreneuriat, qui a su surmonter les obstacles, réaliser ses ambitions et définitivement saura vous inspirer, vous aussi, dans vos propres projets entrepreneuriaux. Comme à chaque semaine, à la fin de l'entrevue, on vous demande de faire 3 choses simples et rapides pour vous. 1. Faire un like sur l'entrevue. 2. Faire un partage à vos réseaux sociaux. Et 3. Certainement de faire un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous aurez consulté ce contenu. Super important pour aider Alias Entrepreneur à bâtir et maintenir son audience. Également, on vous invite à vous abonner à l'infolette d'Alias si ce n'est pas déjà fait. Ainsi, tous les lundis matins, vous recevrez un article de fond, rapide à lire, sur lequel vous aurez 1 ou 2 trucs qui saura certainement faire une différence concrètement dans votre entreprise. Je vous rappelle qu'il y a plus de 400 contenus gratuits disponibles pour vous, chers entrepreneurs, sur aliasentrepreneur.com. Avant de vous laisser vers l'entrevue, j'aimerais remercier nos commanditaires principaux, nos commanditaires tout court, la Banque nationale, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le réseau Mentorat, le Centre de transfert des entreprises du Québec, le programme Persévérance, Mon commerce en ligne et InfoBref. Bonne écoute! Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je reçois mon amie Christine Beaubien. Je dis mon amie parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, Christine et moi. On s'est connus à l'époque où elle était entrepreneur en technologie. Elle va nous raconter ça. Et aujourd'hui, on travaille ensemble dans un même marché, celui des capitaux de risque pour entreprises en démarrage. Elle a une spécificité, elle va nous en parler aujourd'hui aussi. Accueillez avec moi plutôt, Christine Beaubien de chez Axelia Capital. Bonjour Serge. Salut Christine, Allô, très allô. content que tu aies accepté mon invitation de venir nous raconter ton histoire, ton parcours peu commun, hein, celui de l'entrepreneur à succès, impliqué ensuite dans différentes causes, je dirais, sociales économiques, on va les appeler comme ça, et qui aujourd'hui fait un retour à l'entrepreneuriat, mais dans un autre volet complètement différent, qui est celui du capital de risque. Et ça, c'est un parcours peu commun, particulièrement pour une femme. On n'en voit pas beaucoup de femmes en capital de risque. On ne voyait pas beaucoup de femmes non plus en entrepreneuriat technologique, alors que tu brillais de tous tes feux. Fait que je trouvais intéressant d'avoir le récit de ton parcours pour toutes ces femmes qui nous écoutent et tous ces hommes aussi qui ont besoin d'être inspirés par l'entrepreneuriat féminin et sa particularité ou ses particularités. Alors, merci, Christine, mon amie, d'avoir accepté de te prêter au jeu. Ben, merci de l'invitation, Serge. Ça me fait très plaisir. Écoute, si mon parcours peut inspirer ou informer les gens, ça me fait très plaisir. Good. J'aime ça parler, Christine, comme je te disais en pré-entrevue tantôt, on ne fait pas de préparation avec nos invités, donc on ne leur envoie pas les questions. Comme ça, c'est très authentique, très spontané, puis on s'en va dans les directions finalement que la conversation va insuffler. Alors, je commence toujours quand même avec la même base. Donc, on veut savoir d'où vient notre invité, c'est quoi ses influences quand elle était jeune. Alors, parle-nous de la jeune Christine. Là. Quand est-ce que ça a commencé pour elle, le goût des affaires? La famille était entrepreneur, le papa, maman, ou la famille au complet, vous étiez en affaires. Qu'est-ce qui a fait que Christine Beaubien a dit un jour, quand elle était jeune, j'aimerais ça être entrepreneur? Écoute, c'est une bonne question. Mes parents n'étaient pas entrepreneurs, donc c'est pas de là, mais tu sais, on peut aller un pas d'avant puis dire c'est quoi être un entrepreneur aussi. Je peux dire que mes parents étaient des gens de projet. Alors, tu sais, il y avait, puis ils étaient dans les affaires. Mon père était gérant de magasin Woolworth à l'époque. Ça n'existe plus vraiment aujourd'hui. Donc, il était commerçant. Mais chez nous, on avait toujours des projets. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui a dû m'amener. On saisissait les opportunités. Mon père avait 2-3 jobs finalement à côté. Ça fait que, il y avait le côté entrepreneur, mais il n'y avait pas une business à lui qui roulait. C'est un entrepreneur. C'est un entrepreneur. Oui, un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est bon. Mais je pense que ça vient de là. Ça vient de là. Écoute, c'est une bonne question. Je ne m'étais jamais posé la question. Mais je pense que ça vient de là. Et pourquoi la techno alors? Parce que Christine, tu es quand même quelqu'un qui a œuvré dans un domaine qui était largement dominé par les hommes à l'époque et tu t'es fait un beau chemin dans ce domaine-là. Un beau chemin. Ouais. Quel beau jeu de mots. Un beau chemin dans cet univers-là. Mais parle-nous de cette entrée en technologie. Bien,
sais, c'est dans les années 80, hein? Ça fait que la techno n'était pas ce que c'est aujourd'hui. C'était, tu sais, l'informatique était quelque chose qui... ça commençait là, vraiment. Tu sais, le bac en informatique, ça faisait pas beaucoup d'années. Je pense que ça faisait peut-être 2-3 ans que c'était offert à Sherbrooke. Puis moi, honnêtement, j'étais bonne en maths. Puis je me disais, ça aussi, c'est un autre trait, je pense, qui peut toucher aussi l'entrepreneuriat, c'est que c'était nouveau, puis j'avais le goût d'aller voir c'était quoi. Puis, fait que j'ai commencé comme ça en me disant, tu sais, je vais aller voir. Et puis quand je suis arrivée là, ben, c'était nouveau. Puis, tu sais, il y avait le système coopératif. Je suis tout de suite allée en stage. J'ai aimé ça. Ça fait que c'est parti comme ça, là. Tu sais, je Donc, pense tu as fait un que... bac en informatique à Sherbrooke, puis À Sherbrooke. tu as décidé que tu te lançais dans ce domaine-là parce que c'était nouveau, parce que c'était Oui, challengeant, oui, intellectuellement stimulant aussi. oui, Puis oui. tu n'avais pas nécessairement d'idée préconçue que tu étais pour avoir ta business dans 2 jours, ou dans 2 semaines ou dans 2 ans là-dessus. Tu t'en allais dans Non, le domaine, puis c'était pour évoluer. non, c'est ça. Oui, effectivement. Puis moi, je pense que je suis opportuniste, là, tu sais, je vois à un moment donné des bonnes opportunités, je vais aller à gauche, à droite, là. Tu sais, j'ai toujours fonctionné comme ça dans ma carrière. Tu sais, j'ai pas de chemin de ligne droite devant moi. Alors, tu sais, j'ai pas été entrepreneur en finissant le bac. J'ai eu des jobs en informatique. J'ai travaillé, j'ai changé de job. J'étais consultante, j'ai fait plusieurs mandats. Je suis allée travailler en France. Et puis, quand je suis revenue, j'ai travaillé en affaires internationales. Je travaillais chez ADC. Donc, j'ai fait un parcours, j'ai bifurqué, j'ai fait plusieurs pivots. Comme on voit des fois les entrepreneurs, ben moi, c'est dans ma vie professionnelle. Et à un moment donné, on est au début d'Internet et je sentais qu'il se passait quelque chose. Mon conjoint avait commencé, ce que tu connais, Michel, avait commencé une compagnie d'informatique de consultants. Puis là, il me disait, il y a quelque chose qui se passe avec Internet. Je commence à avoir des demandes, faire des sites web transactionnels, tout ça. Mais c'est pas mon modèle. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait? As-tu goût d'embarquer avec moi, puis on va construire la compagnie. Et honnêtement, comme je te dis, je suis opportuniste. Moi, j'avais une offre à la caisse de dépôt où Jean-Claude Scraire m'avait dit, écoute, fais-moi une description de poste de ce que tu veux faire. Il voulait m'avoir. Alors, puis là, je voyais Internet, je voyais la valorisation des compagnies Internet qui était hallucinante. Je ne comprenais pas tout, mais je me disais, il y a de quoi qui se passe. J'ai décliné Jean-Claude Scraire qui m'en a parlé pendant des années. Et j'ai décidé de sauter et de dire, on va monter une compagnie Internet. Puis on va voir où ça va nous mener. Donc, c'est parti comme ça. Avec quel âge à peu près à cette époque? Qui, moi? Ouais. Quand j'avais? Ouais. Ben écoute, je suis née en 61, là. On dit tout à ton émission. Donc, quel âge? C'était les années 99-2000, là. Donc, 99-2000, fin trentaine. Moi, après, c'est ça. Donc, fin trentaine. Alors, ça, c'est intéressant aussi. Pourquoi je te demandais ton âge? C'est pour que les auditeurs puissent justement sentir à quel âge on part en affaires. C'est une question qu'on se fait poser souvent. Puis moi, la réponse, c'est qu'il n'y en a pas d'âge. Non, c'est ça. Quand ça se présente, c'est pas puis l'âge du diplôme. Oui, puis tu sais, je pense qu'un entrepreneur, tu sais, c'est de prendre des risques aussi. Tu sais, moi, j'en avais pris, tu sais, j'avais pas de partie de business comme tel avant, mais j'avais quand même fait beaucoup de pivots. J'avais, tu sais, comme je pense, tu as exploré beaucoup là, dans ta carrière. Oui, c'est ça. C'était une espèce de, comment dire, de entrepreneurship peut-être, ou de saisir les opportunités. Puis, fait que c'est ça. Parlons-en un peu. Tu as dit ça tantôt. Tu sais, moi, je suis une opportuniste et j'aime saisir les opportunités. Comment tu définirais ça, toi, une opportunité? Surtout une opportunité d'entreprendre. Parce que là, tu parles de joindre ton conjoint à l'époque pour démarrer une entreprise. L'entreprise s'appelle Versus, donc tu vas nous en parler un peu plus tard. Mais pourquoi ça, tu considérais que c'est une opportunité? Comment tu essaierais de... Tu sais, encore une fois, pour les auditeurs, là, comment on sent qu'on tient une opportunité d'affaires? Ben, écoute, dans ce cas-là, puis on va parler du fonds Axelia peut-être plus tard, mais dans le cas de Versus, comme je te disais, c'est que, tu sais, moi, j'avais des clients qui avaient des usines CIMAC, là, je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais à Sherbrooke, il y avait des usines partout dans le monde, puis qui valaient 1 milliard.
J'avais regardé j'avais regardé des compagnies Internet qui faisaient la même affaire, mais qui n'avaient aucun actif tangible. Pour moi, l'opportunité, ça a été, comme je te disais, il se passe quelque chose de majeur, puis je veux faire partie de ça. C'est comme, il y a de l'innovation, il y a quelque chose. Je pense que moi, je vois une opportunité comme soit qu'il se passe quelque chose de gros et je veux comprendre et je veux embarquer là-dedans, ou soit qu'il y a un besoin non comblé, puis je sens que moi, je peux arriver avec quelque chose qui va venir contribuer à combler ce besoin-là. Je pense qu'une opportunité, c'est un peu ça. Il faut qu'il y ait. En tout cas, c'est ma définition. Puis il faut avoir le goût. Oui, évidemment. Puis c'est intéressant ce que tu dis parce que moi aussi, j'ai vécu les mêmes époques, les mêmes périodes dans la même industrie. Puis je dirais, tu vas être d'accord avec moi qu'aujourd'hui, on traverse une période très similaire à les fins des années 90, début des années 2000, où on était dans l'effervescence du dot-com economy. On était dans le début du site web et de l'impact du commerce électronique. Puis tout ça, c'était nouveau, mais tout ça tellement prometteur. Et j'ai l'impression qu'on est actuellement en 2023, un peu à la même croisée des chemins où on vient de sentir là, une effervescence incroyable dans les dernières années sur tout ce qui touche la technologie, les SaaS, le Software as a Service, tous ces modèles d'affaires-là. Et tout à coup, le pouf, là, on vient d'hériter d'une nouvelle technologie qui fait son émergence, dont on entend parler, mais évidemment, ceux qui étaient les plus connectés à l'industrie, mais les autres, le public en général, découvre ChatGPT, le Generative AI, l'intelligence artificielle. Et là, j'ai le même feeling que tu décris, là, qu'on est au début d'une formidable ère de création de valeur incroyable, de nouvelles applications, de nouvelles industries qui, déjà hier, j'entendais parler d'un nouveau métier qui est ingénieur en prompting d'AI. J'avais publié ça il y a 6 semaines peut-être. On parle d'ingénieurs en prompting d'AI. Bref, on est en train de voir la naissance de nouvelles catégories d'applications là présentement. Et ça aussi, c'est une opportunité encore difficile à définir, mais certainement saisissable au point de stimuler l'excitation d'une Christiane Beaubien, Christine Beaubien à se jeter dans ce marché-là, comme elle l'a fait dans l'Internet en 98-99. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, je pense que jumelé à ça, avec la pandémie qu'on vient de traverser, en tout cas, tous les changements sociaux, les changements au niveau des modes de travail, tout ça, je pense que ça vient rajouter vraiment, tu as tout à fait raison, là, quelque chose d'assez excitant en ce moment. Puis, regarde, on le voit, là, tu es dans un fonds, moi aussi je dirige un fonds, puis il y a de la demande, puis c'est tellement large tout ce qui s'en vient que c'est très, très, très excitant. Là. Alors, parlons de Versus maintenant. Donc, cette opportunité qui naît de l'observation de quelque chose qui se passe, de gros qui s'en vient, quelque chose qui défie un peu les règles du moment, les règles d'évaluation, entre autres, ou de capitalisation des entreprises. Alors, Christine décide de joindre son conjoint Michel et ils partent à l'aventure Versus. Parle-nous un peu de ce que c'est Versus, qu'est-ce que ça fait dans le marché? Oui, bien écoute, oui. Besoin de ta réponse. Oui, il y avait 3 lignes d'affaires, en fait, là, développement informatique de site web transactionnel. Donc, on est un petit peu, aujourd'hui, là, il faut se remettre, là, on est en l'an 2000, là, 2001, là, 2000, autour de 2000. Donc, de pouvoir acheter en ligne, c'était un peu révolutionnaire. Fait qu'on était dans les premiers là, à faire aussi des outils pour les clients, pour gérer le contenu, tout ça. Donc, il y avait une variable R&D, innovation, c'est ce qui m'intéressait aussi. Aussi, on faisait de la application management là, pour des clients. Donc, on gérait complètement leurs applications, comme les premières applications de transat de voyage en ligne. Là, ça s'appelait exit.ca, je ne sais pas si tu te souviens de ça, mais en tout cas, c'est nous on s'occupait de ça. Puis, on avait aussi nos propres data centers. Donc, c'était le début du cloud. Là. Donc, nous, on avait trois data centers au Québec. Ça fait qu'on avait, c'était ça le business. Ça fait que c'était 3 lignes d'affaires. On avait des bureaux à Québec, à Montréal. On était à la fin de 70 employés à peu près. Là. Donc, c'est une petite entreprise, mais on a eu beaucoup de plaisir à monter cette compagnie. On avait acheté des actifs d'une compagnie revendue. Donc, il y a eu du mouvement. Il y avait beaucoup d'actions. On avait des investisseurs. Il y a eu beaucoup de... Ça a été des années assez intenses de développement de la compagnie, mais très, très excitantes.
Ben là, c'est sûr que là, tu nous as fait ça vite. Hein? Oui. Les investisseurs, on est parti, on était 70. Moi, je vais entendre un peu de détails là, dans cette affaire-là. Premièrement, quand ça a commencé, est-ce que ça a parti avec ces 3 lignes d'affaires-là ou il y a eu encore là de l'opportunisme pour développer les lignes d'affaires? Non, les lignes d'affaires étaient là. C'était La les vision trois, là. initiale, là, il y avait 3. Ouais, je pense que oui. Bon, le service informatique s'est joint un peu à un moment donné, là. On avait des mandats chez des clients. Mais c'était pas mal ça dès le départ, ouais, je te dirais. OK, Mais, tu sais, il y en a une que, je veux dire, tout ce qui est le hosting a pris, plus d'ampleur à un moment donné, mais ça a été pas mal les mêmes lignes d'affaires du début à la fin. Comment tu as financé cette entreprise? Au départ, là, vous aviez l'intention, c'est ce que j'entends, d'avoir des centres de data, des centres de données. Donc, il faut bien acheter l'équipement, il faut brancher ça sur l'Internet. À l'époque, c'était des configurations assez techniquement difficiles à monter et surtout dispendieuses. Alors, comment on finance ça là, quand on démarre une entreprise? Vous avez déjà accumulé du capital personnel pour financer tout ça ou vous avez Oui, levé de la oui, dette, de oui, on l'équité? avait un petit peu de capital personnel, mais on avait, mais tu sais, à un moment donné, on avait nos actifs en garantie, là. Nos actifs personnels. Puis ça, c'est quand même, ben, je pense que tous les entrepreneurs connaissent ça. Là. À un moment donné, ça devient aussi un peu insécurisant. Là. Mais ça a été une petite période où il y a eu un petit crunch, là, puis là, parce que c'est ça, là, il n'y avait pas les banques qui n'étaient pas du tout ouvertes à. Aujourd'hui, j'entends des choses qui sont un petit peu plus flexibles là, sur les garanties personnelles, là, mais pas tout le temps, là, mais c'est ça. Non, à un moment donné, là, je me souviens d'avoir dit à la banque aussi, paye les employés, mais paye pas Michel et Christine, là, parce que là, on est serré. Puis, tu sais, la vraie vie, là, de Ah prendre ouais, des ben ouais. risques. Ben, Euh, c'est pour ça que je vais là aussi, hein, Christine, pour que les gens comprennent que même quand c'est ambitieux comme votre projet initial d'avoir du hosting, donc d'avoir des actifs qu'on achète puis qu'on va louer à nos clients, c'est ni plus ni moins ça, là, ben, ces actifs-là, il faut les financer. Puis quand on démarre, c'est pas facile, même si tu es non, en c'est pas technologie, facile. c'est pas facile. Ce que tu dis, c'est on a levé de la dette, on avait du cash, on avait les actifs, hein, une balance d'actifs sur la maison. On ne veut pas vendre la maison, mais il y a quand même une balance d'actifs sur la maison. Il y a peut-être d'autres actifs que vous avez leveragé, donc vous avez donné en garantie à une banque qui, elle, en retour, vous a donc prêté la valeur monétaire de ces actifs-là pour ajouter à votre capital de démarrage. Et ça suffit, du moins, pour considérer le capital et partir la business. Oui. Des choses qu'on a fait, c'est crédit bail pour les équipements. Donc ça aide aussi. Et j'étais devenue la spécialiste d'aller chercher toutes les subventions possibles parce que ça existait, puis je disais pourquoi pas. C'est Puis des tellement fois, important. C'est tellement tellement important. Puis le hasard des choses, à un moment donné, j'étais assise dans un déjeuner causerie à côté de quelqu'un qui était de KPMG et qui me demandait ce qu'on faisait. Je décris ce qu'on fait, puis il me dit, non, vous pourriez avoir de la R&D, des crédits R&D. J'ai dit, je sais pas, peut-être. Il dit, je vais aller vous voir. Puis il était venu nous voir, puis écoute, ça a été un élément déterminant parce qu'on est retourné 3 ans en arrière, ou 2 ans, là, je ne me souviens pas. Et c'était des montants importants, là, parce qu'on en faisait vraiment de la R&D, mais moi, je ne savais pas trop. Je ne m'étais pas arrêté à ça. Puis, fait que ça a été un élément important. Puis aussi, à un moment donné, on a eu des anges investisseurs qui se sont joints à nous. Puis ça, c'était pas juste une question monétaire, c'était une question, tu sais, je voulais qu'on commence Michel et moi, on voulait là, commencer à avoir une structure un peu plus. Donc, ça nous forçait à avoir un conseil d'administration, à rendre des comptes à quelqu'un. Tu sais, puis c'était bénéfique le fait tu sais, c'était Jacques Topping et avec un groupe, là, je ne sais pas si tu connaissais Jacques à Oui. l'époque. Puis, tu sais, le fait qu'ils se joignent à nous, on s'est organisé mieux, tu sais. Puis, ça nous a fait passer à un autre stade de croissance. Puis, ça a fait, on a pu recruter quelqu'un à Québec qui était un top. Tu sais, moi, je dis des fois, ça vaut la peine de se diluer un peu pour passer à une autre étape puis d'organiser un petit peu mieux ta compagnie. Là. Ça, dans mon cas, ça a été très profitable dans le sens de nous faire évoluer aussi, Ouais. avec quelqu'un qui a plus d'expérience. Puis,
Fait que Puis, ça, puis dirais-tu aussi que si un jour après ou plus tard, dans un certain avenir approché, tu veux soit liquider ton entreprise ou tu veux l'utiliser, en vendre une partie pour accélérer sa croissance, donc la liquider au complet ou en vendre une partie, vendre des actions, hein, c'est ça, vendre une partie de ta compagnie, c'est vendre des actions à des étrangers ou des outsiders. Hein. Donc, mais pour arriver à optimiser la valeur de ton entreprise dans 3 ans d'ici, 4, 5 ans d'ici, évidemment, ces pas-là, les pas dont tu parles, qui est mieux structurer le reporting, mieux structurer la gouvernance, la gestion de l'organisation par la mise en place d'un conseil d'administration, la mise en place de gens externes qui viennent justement combler ces déficits ou ces lacunes là, en termes d'opération de gestion par manque d'expérience. Ça, c'est des éléments qui sont des créateurs de valeur, qui t'ont aidé. C'est ce que tu es en train de dire. absolument, sans aucun doute, sans aucun doute. Je le vois, moi, aujourd'hui, je parle à des entrepreneurs, puis bon, c'est vrai que étant j'ai mon fonds, donc, je prêche pour ma paroisse quand je leur dis que vous devriez vous diluer, mais je le crois, là. Ceci étant dit, c'est quand même important l'équité pour quand on est entrepreneur. Ça fait que, je dis des fois, c'est la prunelle de nos yeux, quasiment, là, mais Ben oui, on ne donne pas non, ça. mais on ne donne pas ça à tout vent. Puis moi, j'ai eu, à un moment donné, à refuser un investisseur qui était dans l'entourage de nos investisseurs qu'on avait, parce que ça me donnait un peu d'argent de plus, mais ça me diluait, ça ne m'intéressait pas, je n'avais pas besoin de ça. Fait qu'il faut qu'à un moment donné, il faut faire attention qui on embarque dans notre. Dans l'aventure, ben oui. Ah, oui, oui. Puis moi, là, quand on était à cette époque-là, écoute, moi, je rencontrais une fois par semaine quelqu'un qui voulait nous acheter, quelqu'un qui voulait investir, quelqu'un qui. Puis je déclinais, là, on était dans une position, ça allait bien nos affaires, puis tout ça. Ça fait que j'ai vraiment choisi. On a choisi, Michel et moi, vraiment la personne, le groupe qui nous intéressait pour des raisons spécifiques à ce moment-là. Mais non, il faut faire attention, il faut prendre le temps parce que c'est un mariage. Après ça, tu vis avec. Tellement vrai, tellement vrai. Dis-moi, après ça, donc, on décolle l'entreprise, on se finance à partir de nos actifs, on lève le maximum de programmes sociaux possibles, les subventions, les prêts, les subventions R&D, les crédits R&D, les subventions, les crédits bail. C'est aussi intéressant de comprendre les différents véhicules de prêts. Hein. Il y a les prêts bancaires, les prêts de crédit, les crédits rotatifs, il y a les crédits bail sur les actifs qu'on achète. C'est super intéressant. Tu es devenue une championne de ce domaine-là. Ça aussi, c'est un autre ingrédient du succès des startups. C'est les entrepreneurs qui, justement, se mettent au courant, se tiennent au courant de l'écosystème de soutien. On n'est pas obligé de tout faire tout seul puis de tout financer de sa poche. Là. Non, il faut. Mais tu sais, c'est beaucoup de travail, par exemple. Puis c'est d'ailleurs pourquoi qu'avec Axelia, je veux aider les entrepreneurs à ce niveau-là aussi. Mais moi, écoute, ça nous autres, ça a vraiment été très utile. Puis les programmes sont là pour ça. Là. C'est pour donner un peu d'oxygène aux entrepreneurs parce que c'est stressant quand tous tes actifs sont en garantie. À un moment donné, c'est parce que ça peut arriver que tu rentres dans un mur, là, on n'est pas à l'abri de ça. Hein? Ça fait exact. On a beau avoir toute la pensée, tout ça, à un moment donné. Moi, j'ai eu le feeling à un moment donné de sentir que, là, je voyais là, la situation qu'on mettait de plus en plus d'actifs personnels. Là, il faut renverser la vapeur, puis il faut développer la compagnie, mais aussi d'aller chercher, si on peut trouver des subventions, de l'aide, ça a été très utile dans notre cas. Alors, l'entreprise se développe encore. Qu'est-ce que tu dirais qui a été le secret de son développement? Quels sont les 2, 3 éléments là, qui ont fait que l'entreprise s'est bien développée, là, que ça n'a pas été juste un coup de chance, là, mais qu'il y a vraiment eu du développement proactif de votre part? Là. Quels seraient les 2, 3 éléments clés là, du succès de Versus? Bien, je pense qu'on offrait quelque chose, qu'on était là au bon moment, on offrait la bonne chose au bon moment. Puis je pense qu'au niveau de gestion ou de la relation avec nos équipes, je pense que je peux dire, mais il faudrait que tu demandes nos ex-employés, mais je pense que je peux dire qu'on était des bons patrons, Michel et moi, là, dans le sens où on travaillait énormément. Moi, j'ai toujours trouvé que la meilleure façon de motiver, c'est aussi par l'exemple. Puis, je veux dire, on était, je veux dire, on travaillait fort, on impliquait les gens, on était.
Tu sais, moi, une de mes valeurs qui est à peu près presque, peut-être une des tops, c'est le respect, tu sais. Fait que ça aille bien, que ça aille pas bien, on est une équipe. Puis, tu sais, c'est de la façon que tu traites les gens. Ça, je pense que c'était les gens étant les clients, les employés. Tu sais, nous autres, les employés et les clients, tu sais, on les traitait là, très, très, très bien. Là, puis, ça fait que ça se sent, je pense. Tu sais, on avait des relations long terme avec les employés. Nous, on avait, tu sais, il est arrivé le crash du dot-com, l'éclatement de la bulle. Oui, on a eu un soubresaut, mais pas tant. Tu sais, parce que l'autre chose aussi qu'il faut dire, à cette époque-là, c'était la folie. Là. Je rencontrais du monde qui disait, nous, on dépense 1 million par mois. Même nous, on comptait nos scènes. Tu sais, on n'a pas fait de folie, on n'a pas fait. Quand la bulle a éclaté, honnêtement, ça n'a pas fait grand-chose, à part de certaines grandes entreprises que je nommerai pas, qui ne nous ont pas payé. Là. Ça, c'est d'autres affaires, d'autres choses. Mais, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est de rester les pieds sur terre, de traiter les gens, tu sais, avec respect, mais au-delà de ça, tu sais, je veux dire, on a une business, c'est pour faire quelque chose de bien, puis de, tu sais, ça fait que c'est sûrement une partie de la raison pourquoi que ça a bien été, tu sais. Ben, je retiens en tout cas être à bonne place au bon moment. L'opportunisme fait partie là, des ingrédients clés. Là. Tu en as parlé tantôt, tu le répètes encore. Deuxième ingrédient clé, les relations humaines. Donc, faire attention autant à son équipe qu'à ses clients, qu'à tous les partenaires, tous les gens. Donc, valoriser les valeurs humaines et la relation humaine. Et, excuse-moi. Et ce troisième ingrédient qui est digéré, je dirais, avec une grande responsabilité, l'aspect financier de la business, de ne pas dépenser ou de façon sans compter ou sans tête ou sans réfléchir, mais d'être un gestionnaire, je dirais, responsable, comme un bon père de famille, comme on dit dans le temps. Oui, non, tout à fait. Puis ça, c'est encore vrai. Ben, c'est toujours vrai. En fait, c'est un peu drôle hein, qu'on dise gérer comme un bon père de famille, alors qu'on sait très bien que c'est la les mères grande de famille. majorité des familles, l'argent, c'est la femme qui gère ça. Tu as tout à fait raison. Oui. On devrait dire gérer comme une bonne mère de famille, parce que le père était reconnu pour dépenser de façon irréfléchie. Puis c'est la mère qui tenait les cordons de la bourse. C'est vrai. On devrait changer. On va changer l'adage. Dis-moi, l'aventure versus, vous avez décidé de vendre l'entreprise, un de ces quatre. Alors, qu'est-ce qui a motivé ça? Puis on est en quelle année? Combien de temps plus tard? Oui, on est en 2004-2005. Ce qui a motivé, en fait, il n'y avait rien qui motivait et on était plus en mode de croissance, tout ça, d'acquisition. Et c'est arrivé vraiment non sollicité. Ça, c'est un autre conseil que je donne aux entreprises aussi, c'est que moi, j'avais entrepris de faire connaître la compagnie, de participer à des concours, on gagnait des prix, on a commencé, on était dans des palmarès de Fast 50 ou de je ne sais plus quoi, croissance. Puis, ça a fait qu'une compagnie à Toronto qui nous a identifiés, puis qui m'a appelé, puis moi, je ne voulais rien savoir. Puis après ça, je m'étais dit, m'étais donné comme discipline que quand quelqu'un nous approche pour investir ou pour, tu sais, au moins d'aller les rencontrer. Un, parce que c'est la moindre politesse. Et deux, surtout, pour être toujours à jour sur combien vaut ma compagnie, tu sais, qu'est-ce qu'il y a dans le marché. Puis trois, c'est des fois, souvent, même c'est arrivé qu'après les rencontres, il n'y a pas de suite au niveau de l'achat d'actions ou de se faire acheter, mais on fait un partenariat. On va aller faire des mandats ensemble. C'est arrivé à quelques reprises. Fait que pour moi, c'était vraiment ça qui était ma propre discipline personnelle. Fait que puis là, Toronto me dit, qu'est-ce qu'ils me veulent? Ça ne me tentait pas. Puis finalement, je m'étais dit, non, je vais aller rencontrer. Je les ai rencontrés. Puis ça a comme fait ouvrir une porte qui était fermée parce que eux, nous, on ne voulait pas vendre comme à une compagnie puis se faire intégrer puis disparaître. Tandis que eux, ce qu'ils faisaient, ils voulaient s'installer au Québec. Donc, on prenait la direction du Québec, mais on avait aussi, ça permettait d'être présent ailleurs au Canada.
Ils nous offraient, il faut dire les choses, une valorisation qu'on pensait avoir 2 ans plus tard. C'était comme financièrement très intéressant. Mais au-delà de ça, le CEO et le CFO avec qui on transigeait, écoute, ça a cliqué. Puis là, on s'est dit, ben, pourquoi pas? C'était qui l'acquéreur? C'est une entreprise privée connue ou? C'était FusePoint. FusePoint qui a été revendu depuis, écoute, puisqu'on parle de 2005, là, ça fait longtemps, qui a été revendu, puis il y a une partie de la compagnie qui a rendu que ça a été CenturyLink, puis ça a tout été, ça a été revendu plusieurs fois. Fait que c'est ça, c'est ces 3 éléments-là qui ont fait que de fil en aiguille, alors qu'on n'était pas du tout à vendre, mais on s'est mis à écouter, puis on s'est dit, ben écoute, pourquoi pas? Puis, c'est ma devise, pourquoi pas d'ailleurs, pourquoi pas? Et en se disant, comme entrepreneur, en disant, ben écoute, on en partira un autre business après, on fera d'autres choses, tu sais. Mais en même temps, c'est un pincement parce que c'est ton bébé. Fait que, tu sais, ça a tout été une évolution. Ça a été, mais on était très indépendants, assez que, parce que FusePoint appartenait à des fonds américains, MC Ventures de Boston. Et assez que, à un moment donné, après 9 mois, là, ils ont dit, écoute, si vous n'êtes pas intéressé, bon, finalement, on a accéléré un petit peu vers la fin, mais non, c'était comme on voulait être sûr de notre coup, puis on n'était pas si pressé que ça. Là. Quand vous avez vendu l'entreprise, il n'est pas rare de voir l'acquéreur qui va exiger des vendeurs ou des cédants là, de rester dans l'entreprise pendant 2, 3, 4, 5 ans, voire à l'extrême. Est-ce que vous avez été obligé, Michel et toi, de rester dans l'organisation pendant un certain temps? Oui, on avait 2 ans d'obligation, c'est ça, de rester dans l'entreprise, c'est ça. Et souvent, cette obligation-là est liée, pour être sûr que tu la réalises, avec ce qu'on appelle un earn-out. Donc, les conditions qui font que le prix d'achat, il y a une partie du prix d'achat qui est conditionnelle à votre séjour au sein de l'organisation. J'essaie de garder ça simple pour les gens qui ne connaissent pas trop le vocabulaire, mais disons que l'entreprise est vendue, je vais donner un faux chiffre, là, 1 million de dollars, puis ils vont dire on va garder 250 000 en earn-out. Donc, pendant 2 ans, tu vas continuer à travailler pour l'entreprise. Et on va te payer ton salaire, toute l'équipe. On va te donner le 250 000 sur ton million. Là, on va te le donner dans 2 ans à condition que X, Y, Z soit maintenu dans l'organisation. C'est ce qu'on appelle un earn-out. Vous avez donc probablement eu le même genre d'offre aussi là, au moment de la vente, c'est ça? Oui. Puis les earn-out, nous, on l'avait mis sur 4 éléments. Là. Je vais de mémoire. Là. Il y avait le chiffre d'affaires, la rentabilité, le fait de faire des acquisitions, puis il y avait un autre, c'était, je pense, un volume dans une ligne d'affaires, ou en tout cas, il y avait un 4e, je ne sais plus c'était quoi. Puis on en a eu 2 sur 4. Fait que je sais pas. Mais tu sais, c'est parce que, oui, c'est ça. Mais tu sais, le danger avec les earn-out, c'est que si tu ne diriges pas l'entreprise, c'est pas toi qui as les coups des franges, mais tu es obligé de livrer. Tu sais. C'est exactement ce que j'allais dire. Fait qu'il faut faire attention, là, mais en même temps, c'est un bon moyen. Quand moi, 2 sur 4, je suis bien contente. Ben ouais. Faut pas que tu vises, faut pas que tu mettes trop de ton, de la transaction là-dessus, parce que comme tu dis, c'est plus toi qui contrôle. Exact. Moi, l'exemple des acquisitions, je ne recommanderais pas de faire ça, parce que une acquisition, il y a aussi une partie qui ne te retient pas, c'est le vendeur, tu ne veux pas vendre. C'est ça. Mais bon, regarde, on l'avait fait comme ça, c'était quand même correct, là, mais c'est une bonne façon. Comme tu dis, c'est assez classique. Là. Et qu'est-ce que vous avez décidé de faire après ces 2 ans là, de séjour au sein de l'organisation Acquéreur? Vous avez continué de travailler là ou vous avez décidé de faire autre chose? Comment ça s'est passé, Michel et toi? Oui, ben Michel, moi j'ai quitté avant, j'ai été malade, là. Fait que ça a fait que j'ai quitté avant. Michel est resté 2 ans et quelques, mais tu sais, c'est plus la même chose non plus. Tu sais, t'es plus aux commandes, tu sais. Écoute, là, quand tu es habitué de tout mener, tout diriger, tout faire, tout décider, c'est pas la même. Tu sais, en tout cas, chaque cas est différent, mais t'es moins là. La raison de vendre aussi, moi, c'était pour dire, mais écoute, la vie offre tellement, elle va faire d'autres choses. Fait que moi, après ça, ce que j'ai fait, je suis entrée dans Ange Québec, je pense. Ah non, j'ai fait quelques années à la SGF en investissement, parce que j'ai découvert que j'aimais ça. C'est là que j'ai découvert dans Versus que j'aimais gérer l'idée
avec des investisseurs, d'acheter une compagnie de revente, la transaction de vente à ViewsPoint, c'est moi qui l'ai mené de A à Z. J'aimais ça. Fait que je me suis dit, ça va être ça ma nouvelle vie, je vais être en investissement. Fait que ça a pris un virage à ce niveau-là. Donc, tu es allé. Et Michel, lui, a fait quoi de son côté? Michel, après, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à son compte. Il a travaillé à son compte, je pense, après ça. Écoute, parce qu'il a toujours été à son compte, mais il a travaillé en informatique. Là. Écoute, je sais Il a plus continué sa quel carrière comme Il a consultant. continué, oui, il a continué sa carrière. Vous n'avez pas nécessairement redémarré une nouvelle entreprise là, from scratch ou acheté une autre entreprise pour l'opérer. Vous avez plutôt développé un aspect carriériste, entre guillemets, où lui est resté solopreneur, puis toi, tu t'es mis à travailler dans le financement. Oui, puis tu sais, avec Ange Québec, à faire de l'investissement. Puis plus récemment, puis j'ai fait des conseils d'administration aussi. Toujours, quand même, j'ai été au Conseil du Fonds de solidarité. Donc, tu sais, encore là, à être dans tous les comités d'investissement. Ça fait que, tu sais, j'ai eu comme la piqûre de l'investissement suite à Versus, dans le fond. C'est là que ça m'a donné la piqûre d'aimer ça, le transactionnel. J'ai fait un peu de consultation, j'ai aidé des compagnies aussi à déterminer un petit peu les pistons qui créent de la valeur, tu sais, parce que une fois que tu es passé à travers, puis que je l'ai vu avec le Fonds de solidarité, où, tu sais, c'est pas une science infuse, mais on a quelques idées de, tu sais, sur quoi mettre l'accent dans des compagnies pour aider à créer de la valeur. Ça fait que, puis c'est ça, puis au Fonds de solidarité, j'en ai vu beaucoup, beaucoup, là, tu sais, j'ai approuvé pour, je pense, 9 milliards là, de projets d'investissement là, en 8 ans. Puis, j'adore, tu sais, j'ai beaucoup aimé ça et parce que ça donne, les projets, quand on investit dans des compagnies, c'est qu'on comprend les modèles d'affaires de toutes sortes de secteurs. Moi, c'est quelque chose dans ma vie, j'aime apprendre, j'aime découvrir, c'est vraiment un trait du début de ma carrière jusqu'à maintenant. J'aime les nouvelles choses, j'aime apprendre, ça fait que c'est un métier d'investisseur qui est parfait pour moi. C'est tellement stimulant intellectuellement aussi. Là. Tout à fait. Puis c'est ça. Puis d'essayer d'aider en même temps que d'apprendre. Puis de, tu sais, ça fait que c'est ça. Fait que c'est une autre business. Comment? C'est un peu ces valeurs-là ou cette idée-là aussi qui t'a poussé ou qui t'a invité à démarrer Axelia. Parle-nous donc un peu de cette idée-là d'Axelia. Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi Axelia? Pourquoi Christine Beaubien a décidé de lancer ça? Bien, tout à fait. Écoute, c'est justement en étant au Fonds de solidarité, au conseil, je voyais, tu sais, j'étais sur tous les comités d'investissement, tous les fonds du Québec, les fonds de capitaux de risque ont presque tous été financés par le Fonds de solidarité. Fait que je les ai vus, je voyais les modèles, puis je voyais aussi que c'était beaucoup masculin. Tu sais, les fonds étaient gérés par des hommes, là, c'était toujours ça à peu près. Puis je me disais, les fonds, c'est un bel outil pour développer des compagnies, première des choses, parce que tu as des gens qui ont de l'expérience, qui ont de l'argent avec le fonds, que tu peux intervenir dans des compagnies, puis être vraiment utile. Et fait que tout ce temps-là, je voyais les modèles, puis j'essaie de me faire une idée de quel serait le modèle de fonds idéal. J'étais dans Ange Québec aussi pendant plusieurs années. Fait que tu sais, j'essaie de mêler ça dans ma tête, puis de dire, est-ce qu'il y a une opportunité là? Est-ce qu'il y a une opportunité? Est-ce que ça me tente? Oui. Est-ce qu'il y a une opportunité? Et quelle est l'opportunité? Fait que l'opportunité que je voyais, c'est d'apporter quelque chose de nouveau à cet écosystème-là d'investissement et de focaliser, de prioriser les femmes entrepreneurs en technologie. Parce que moi, j'ai toujours été impliquée depuis le début de ma carrière à essayer d'aider les femmes dans des secteurs, des fois, que c'est plus difficile, l'investissement, la techno, tout ça. J'ai toujours été impliquée. Puis là, je me disais, il y a peut-être quelque chose de nouveau à apporter, de faire un fonds dirigé par des femmes qui vont focaliser, qui vont aider d'autres femmes entrepreneurs. Fait que l'idée, ça fait 10 ans que j'ai cette idée-là, que j'en ai parlé beaucoup. Puis à un moment donné, c'est beau d'avoir l'idée, mais la mettre en place, c'est une autre étape. Puis j'ai croisé Annick Charbonneau, que tu connais, oui. qui est ma partner. Et en parlant, en lui
disant cette idée-là, elle a tout de suite embarqué, puis on a monté le fonds ensemble. Là, on l'a lancé, en fait, le premier closing a été en décembre 2021, un fonds de 54 millions. Merci. Et donc, on vise les entreprises technologiques, mais détenues ou dirigées par les femmes. En fait, on vise à avoir un portefeuille à 70% d'entreprises détenues ou dirigées par des femmes. Puis, on va avoir des entreprises qui ne sont pas détenues ou dirigées par des femmes aussi, parce qu'il y a des beaux projets aussi ailleurs. Mais c'est donner un coup de barre pour augmenter un petit peu la présence des femmes là, dans le capital de risque et dans la technologie. C'est une belle mission. Puis effectivement, il n'y en avait pas avant vous, là, ce type de fonds-là au Québec. Alors, bravo à ton sens de l'opportunisme encore, mais surtout aussi aux valeurs que ce projet-là défend. Dis-moi, si on est une entreprise, on apprend ou on entend parler d'Axelia, comment on peut savoir qu'on est une entreprise cible là, pour Axelia, donc une entreprise qui est susceptible d'intéresser un investissement de la part de Christine Beaubien et Annick Charbonneau? Ben, écoute, c'est une entreprise de technologie, mais qui développe ou intègre la technologie. Donc, ce n'est pas que des entreprises deep tech ou des entreprises là, qui développent la technologie. Donc, des fois, c'est des entreprises innovantes qui vont utiliser la technologie d'une façon différente. Donc, on essaie de garder les secteurs assez larges. Entreprises qui ont déjà un produit développé et qui ont déjà des ventes. Ça peut être des projets pilotes, mais qui ont déjà un peu de revenus. On a investi, le premier chèque, on a investi de 300 000 à 1 million. Donc, ça reste du seed, là, ça reste du démarrage, post-démarrage qu'on peut faire aussi. Et donc, c'est ça. Nous, notre définition de détenu ou dirigé par des femmes, c'est que la compagnie est détenue à 15% ou plus par une femme ou il y a une femme dans un poste de direction. Mais comme je te dis, on peut le faire même s'il n'y a pas de femmes, mais c'est sûr qu'on priorise les femmes. Ça fait que, quoi dire d'autre? L'entreprise, vous avez financé à date, là, ça fait quoi? Plus d'un an, là, un an et quelques mois? Ça n'a pas de délai. Oui, on a financé, investi dans Orosanté, qui est une plateforme de dermatologie qui utilise les AI pour, tu prends des photos de ton visage et c'est analysé un pré-diagnostic qui se fait par le petit engin de AI et c'est une médecine asynchrone, donc il y a des dermatologues qui vont regarder le résultat, le pré-diagnostic, ils vont l'analyser pour être sûr que c'est bon et ils vont faire la recommandation de médicaments, par exemple. Okay. Donc, c'est une plateforme de télémédecine asynchrone en dermatologie. Le deuxième, c'est Sonomad, qui est une plateforme d'assurance voyage en ligne. Donc, ça, qui va très, très bien, là. Donc, plus côté InsurTech. Et le troisième, qui est Omilab, qui est à Québec, il y a des, je ne sais pas si tu connais, mais... Oui, je connais leurs produits ici, d'ailleurs. Comment? J'ai de leurs produits ici. Ah, c'est vrai? Bon, alors, Omilab, ils font de la crème de soins, mais personnalisée. Donc ça, c'est aussi utiliser la technologie. Ça, c'est peut-être un exemple quand je disais, ça n'a pas nécessairement besoin d'être que des entreprises qui développent des tech. Là. Ben, eux, ils ont allié un peu un produit dans le fond de consommation avec de l'innovation, avec de la techno, ce qui fait que c'est quelque chose qu'on aime bien, parce que la techno, maintenant, elle est partout. Puis, de trop se restreindre à faire que des entreprises qui sont des tech. De toute façon, ce n'est pas nous. Nous, notre ADN, on voulait être quelque chose dans des choses plus comme l'AI, c'est tellement vaste. Nous, on veut des choses appliquées un peu plus. On n'est pas dans le financement de la recherche ou des choses comme ça. On est un petit peu plus loin dans la chaîne. Et donc, ça, c'est les 3 entreprises actuellement en portefeuille. Oui. OK, c'est une idée. Donc, c'est des gens qui voudraient savoir est-ce que Axilia, ça peut être un investisseur potentiel dans ma firme. Ils peuvent aller voir le profil de ces business-là puis voir est-ce qu'ils ressemblent à ça un peu, est-ce qu'elles sont du même acabit, de la même genre d'envergure. Et là, du coup, ça leur permet de ne pas vous déranger pour rien, entre guillemets, puis de vous... Non, puis tu sais, tout à fait. Puis une chose, je n'ai pas dite tantôt, qui est quand je parlais du modèle idéal d'un fonds, là, que je pense qu'on a avec Axelia Capital, c'est que
au-delà d'avoir Annick et moi, qui sommes deux entrepreneurs, puis qu'on travaille très fort, puis on aide nos entreprises, c'est qu'on est allé chercher 20 femmes investisseurs qui ont investi de leurs fonds dans Axelia, Ça, c'est leurs important. propres fonds, et qui aident nos entreprises. Fait que tu as des femmes extraordinaires qui ils ont toutes été choisies, puis on les aime toutes d'ailleurs. Il y a Monique Leroux, Suzanne Blanchette, Marie-Josée Lamotte. Écoute, on a 20 femmes de tout secteur d'activité, des femmes de beaucoup d'expérience, des femmes plus jeunes. Mais c'est tellement un élément important, c'est tellement un élément qui nous a porté quand on a fait la levée de fonds. C'est vraiment incroyable. Fait que ça, c'est un élément distincteur. Puis l'autre élément aussi, c'est qu'on on a eu, puis ça, c'est une grande fierté que j'ai eue de notre Québec, là, la réception qu'on a eue auprès du secteur privé. Pour un premier fonds, on a eu des entreprises qui ont investi de leurs propres fonds. On a Beneva, on a Cossette, on a Claridge, on a Banque Nationale, on a Stingray. Qui est-ce que j'oublie? Je pense que ça fait le tour. Pierre Capital. Fait que c'est des entreprises privées qui ne sont pas nécessairement dans l'investissement de capital de risque pour certains oui, certains non, mais qui ont dit, écoute, on a un projet ici qui va changer des éléments là, de la société. Là. Bon, on veut plus de femmes entrepreneurs, mais eux autres, ils vont faire quelque chose de concret, donc on va les supporter. Fait que ça, pour moi, tu sais, on est allé chercher 15 millions du privé. Honnêtement, là. C'est un bel endossement aussi pour Christine Beaubien et Annick Charbonneau, parce que, tu sais, à la base, on va se dire vraies affaires, là, ils investissent dans l'idée, dans le projet, mais surtout dans les individus qui vont le porter. Pareil comme toi, quand tu investis dans une société en démarrage, je suis convaincu que ton élément critère numéro 1, c'est l'équipe, les gens en place. Même chose de leur part. Donc, un bel endossement pour votre projet. Oui, je le prends aussi, mais tu sais, comme je te dis, moi, de voir que ces compagnies-là, on dit, écoute, on y va. Tu sais, c'est comme si j'étais fière du Québec, là, tu sais, au-delà de ma petite personne, là, puis de mon petit, tu sais, je veux dire, moi, j'ai pris ça comme ça. J'ai pris ça, je veux dire qu'il y a deux personnes qui travaillent d'arrache-pied nuit et jour pour faire quelque chose qui va résoudre une inégalité qu'il y a dans le marché, parce que les femmes ont moins accès au capital de risque. Là, je ne l'ai pas dit, la prémisse, c'est quand même ça. Là. Puis que le secteur privé, que les institutionnels, que le gouvernement, que des femmes individuelles disent, écoute, on reconnaît ça, mais on participe à cet effort-là avec notre temps, avec notre argent. Moi, ça, c'est quelque chose qui me rend très fière d'être québécoise. Avec raison. J'ai l'impression de faire de la politique, là, mais c'est pas ça. Non, mais quelque part, toi et moi, on sait, là, on travaille dans des œuvres similaires. Là. C'est une façon pour nous, justement, de ne pas faire de politique, mais de faire de l'impact au niveau social-économique dans notre province. Puis, on a besoin de plus de Christine Beaubien, je te dirais. Alors, moi, je suis un de tes fans depuis longtemps. Puis je suis bien content de te voir active dans le capital de risque au Québec et de faire des changements à ta façon, avec ta couleur, ta personnalité, ton background. Bref, c'est un vent de fraîcheur longtemps souhaité et bien, bien content d'être un partenaire avec toi dans l'écosystème aujourd'hui. Ben, t'es bien gentil, Serge. Puis on fait des choses, oui, effectivement. Là, on ne fait pas ça tout seul. On en regarde des dossiers en ce moment avec vous, d'ailleurs, comme tu sais. Ça fait que, non, je pense que, tu sais, c'est ça au Québec, là. C'est une de nos forces, c'est que c'est tellement. On a une capacité à se parler entre différents milieux. Tu sais, moi, c'est un dénominateur commun de ma carrière aussi, de pourquoi j'ai changé souvent de genre d'emploi. C'est parce que j'aime faire d'être des traits d'union, de faire des ponts dans d'autres milieux. Ça me nourrit, là, ça fait que ça c'est quelque chose qui est au Québec, qui est très fort. On est capable de se parler dans tous les sens, puis ça fait qu'on peut faire des grandes choses. En effet. Christine, c'était un bonheur de te recevoir aujourd'hui. Je suis convaincu que ton parcours, ton histoire, tes valeurs vont en inspirer plus d'une et plus d'un. Et je suis convaincu aussi que la mission d'Axelia
va être plus accessible ou du moins plus compréhensible pour une partie de notre auditoire. Alors, encore une fois, un grand merci de t'être prêté au jeu et je te souhaite un grand succès dans Axelia et tes prochains projets. Ben, merci beaucoup, Serge. Merci de l'invitation. C'était très agréable. Merci. Right. Si vous avez aimé l'entrevue avec Christine aujourd'hui, on vous invite à faire 3 choses comme d'habitude, c'est-à-dire de faire un j'aime en bas de l'entrevue, de faire un partage à vos amis. C'est comme ça qu'on fait connaître nos contenus. C'est comme ça qu'on touche la population québécoise et la population francophone, puisqu'on touche aussi une grande partie de la francophonie à travers le monde grâce à l'Internet. Et on vous demande surtout de commenter. Vous n'avez peut-être pas idée à quel point un commentaire de votre part est important. Un commentaire a plus de poids dans tous les algorithmes, mais surtout aussi a plus de poids pour les gens qui veulent consulter nos contenus. Comme ça, ils savent de la personne ou des yeux ou des oreilles d'une tierce personne de quoi il s'agit, la qualité, la pertinence du contenu. Alors, un commentaire de votre part, c'est super important. Vous pouvez faire ces commentaires-là sur la plateforme de votre choix où vous avez consulté le contenu, Facebook, YouTube, le podcast, le site web de Alias Entrepreneur. Bref, n'importe où vous avez pu consulter le contenu, on vous prie de faire un commentaire d'appréciation. Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous invite à suivre d'autres grandes entrevues pour entrepreneurs sur aliasentrepreneur.com. Ici Serge Beauchemin, Alias Entrepreneur.